Es-tu déjà sorti d'une réunion en te sentant diminué? As-tu déjà regardé ton patron en pensant « ce n'est pas juste du travail, ça me détruit de l'intérieur ». Si oui, respire, car tu n'es pas seul. Des millions de personnes mettent leur âme en jeu pour un salaire. Elles endurent des humiliations, des abus déguisés en autorité et essaient encore de sourire pour garder leur emploi. Mais jusqu'à quand? Sénèque, il y a 2000 ans, parlait déjà de ces tyrans modernes. Il les appelait les maîtres de l'instant, des gens qui croient tout contrôler sauf eux-mêmes. Et il enseignait, celui qui maîtrise son esprit ne sera jamais l'esclave d'un autre homme. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas à propos de vengeance, de rébellion ou de démission impulsive. Elle parle de quelque chose d'infiniment plus puissant, la maîtrise de soi face au chaos des autres. Il s'agit de trouver la sérénité même quand la pièce est en flammes. Si tu as déjà pensé à abandonner, mais que tu sens encore en toi quelque chose qui ne se vend pas, qui ne se rend pas, alors reste jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, tu vas découvrir ce que Sénèque ferait à ta place. Et peut-être, juste peut-être, à la fin de cette vidéo, tu verras ton patron avec d'autres yeux, et toi-même avec plus de force. Commente ci-dessous, le pouvoir est en moi, pour sceller cet engagement silencieux avec ta propre liberté. L'offense n'est pas le coup, c'est la permission intérieure de saigner. La plupart des gens croient que la douleur naît de ce que l'autre fait. Mais en vérité, elle surgit de ce que nous laissons s'installer en silence à l'intérieur de nous. L'offense n'est pas le mot dur, le regard perçant ou le ton méprisant. L'offense véritable est ce moment subtil où nous donnons à cela le pouvoir de nous définir. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur eux. Le coup extérieur peut être réel, mais saigner ou non, c'est une décision intérieure, un choix intime, invisible. Et c'est là que commence la véritable transformation personnelle, quand on comprend que la paix intérieure ne dépend pas de la paix extérieure, que la douleur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'écho qu'elle trouve dans notre propre vide. C'est comme une armure invisible. Tant que tu es entier à l'intérieur, les épines extérieures ne percent pas. Mais s'il y a des fissures, orgueil, peur, attente, n'importe quelle critique devient une épée. La véritable sagesse stoïcienne enseigne que c'est dans ce champ subtil, où personne ne voit, que nous livrons nos plus grandes batailles. Saigner ou ne pas saigner n'est pas un drame, c'est une gestion intérieure, une organisation mentale, une gestion du stress. Et cela exige une vigilance constante, comme celle d'un jardinier qui veille sur un jardin qui ne fleurit qu'en l'absence de chaos. Si tu laisses le vent t'emporter, il t'emporte. Mais si tu apprends à rester, même quand tout rugit dehors, alors tu apprends ce que signifie être mentalement fort. Imagine quelqu'un qui te provoque tous les jours, un collègue moqueur, un patron autoritaire, ou même un proche. Tu sens l'inconfort grandir, comme une épine lentement enfoncée dans ta poitrine. Mais si, pendant un instant, tu ne réagissais pas comme d'habitude, si, au lieu de te blesser, tu observais simplement. La vertu stoïcienne ne réside pas dans la froideur, mais dans la liberté de ne pas avoir besoin de riposter. Être stoïcien, c'est avoir la discipline mentale de choisir où repose ton attention, et là où elle repose, quelque chose fleurit. Que nourris-tu en toi? La rancune ou la sérénité au travail, la colère ou la pensée positive stoïcienne? Il ne s'agit pas d'être immunisé, mais d'être souverain dans ton propre territoire intérieur. Sénèque disait que le sage ne se sent pas offensé, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend l'origine des mots. Une insulte venant de quelqu'un qui souffre en dit plus sur la douleur de l'autre que sur toi. Tout comme un chien blessé peut mordre par désespoir, les gens blessés attaquent pour se protéger. La sagesse ancienne ne nous apprend pas à être naïfs ni soumis, mais lucides. Et la lucidité est une forme de force. Quand tu comprends la douleur derrière le coup, il ne t'atteint plus de la même manière. Il passe, et toi, tu restes, debout, présent, avec le calme intérieur de celui qui connaît sa propre valeur.
Certains diront « mais il m'a offensé ». Et le stoïcien répond « non, tu t'es laissé offenser ». Cette phrase, d'une puissance déconcertante, était déjà inscrite entre les lignes de Sénèque et murmurée dans les pages de Marc Aurèle. Car la liberté émotionnelle commence quand l'âme cesse d'être une vitrine pour devenir un temple. Là où une critique suffisait à ruiner ta journée, il y a maintenant le détachement, l'art de ne pas absorber ce qui ne t'appartient pas. Et peu à peu, cette force mentale silencieuse commence à réorganiser le monde autour de toi, pas par magie, mais parce que tu as cessé de saigner pour des blessures qui n'étaient pas les tiennes. Tu peux pratiquer cela, pas avec de grands discours, mais avec de petits silences. Lors de la prochaine réunion, quand quelqu'un essaiera de t'exposer, respire. Regarde la scène comme si tu l'observais de l'extérieur. Ce qui est dit est-il vraiment à propos de toi ? Ou est-ce simplement le reflet de l'autre cherchant à réaffirmer son propre contrôle? Le stoïcisme moderne nous invite à cette pause, à cette maîtrise de la réponse. Ne pas riposter n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est savoir que ta paix vaut plus que n'importe quelle raison, et que le silence, souvent, est le langage le plus noble de la force. Cet entraînement quotidien à ne pas se laisser emporter est comme renforcer un muscle. Au début, ça fait mal, ça semble impossible, mais avec le temps, tu commences à réaliser que tu as des choix, que tu peux ressentir, mais ne pas réagir, que tu peux écouter, mais ne pas internaliser. Et c'est ainsi que naît la véritable force, celle qui n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne. La force d'être stoïcien, non pas comme une posture, mais comme une pratique, comme une philosophie de vie, comme une libération réelle de ce qui te faisait souffrir en silence. Et pourtant, parfois, tu ressentiras de la colère, de la tristesse. Et c'est normal. Ce qui change, c'est ce que tu fais de cela. Tu observes, tu accueilles, mais tu ne te rends pas. Tu ne nourris pas. Tu ne construis pas une maison sur cette épine. Tu apprends à être un refuge et non une tempête. C'est cela, vivre sans peur. Car la peur, en fin de compte, est ce qui nous rend otages des maux des autres. Quand elle disparaît, il reste de l'espace pour la paix intérieure, pour la discipline émotionnelle, pour la maturité qui n'exige pas d'applaudissements. Au final, tout se résume à l'endroit où tu places ton pouvoir. Est-il dans la main de l'autre, qui crie, ou dans la tienne, qui choisit de ne pas réagir ? Est-il dans la critique injuste ou dans la sérénité de savoir qui tu es? Est-il dans la provocation ou dans ta capacité à rester entier malgré elle? Le secret n'est pas d'éviter le coup, il viendra, mais de ne pas saigner quand il arrive. C'est cela, le contrôle émotionnel, c'est l'organisation mentale. C'est une forme de succès qui n'apparaît pas sur LinkedIn, mais qui transforme qui tu es en essence. Et quand tu commences à vivre ainsi, une nouvelle question surgit. Si l'offense ne m'atteint que lorsque je le permets, qu'est-ce que je permets d'autre d'entrer sans m'en rendre compte? La maîtrise des émotions face aux tyrans quotidiens. Tout le monde en a déjà eu un. Un patron qui semble sortir de chez lui avec le plaisir de déstabiliser. Un supérieur qui se nourrit de la peur des autres, qui crie pour se sentir plus grand, qui rabaisse comme s'il s'agissait d'un compliment déguisé. C'est le tyran moderne. Il ne porte pas de couronne, mais il s'impose par le pouvoir qu'il croit avoir sur ta paix. Seulement, selon Marc Aurèle, personne ne peut commander ton esprit, à moins que tu ne lui donnes la clé. La maîtrise des émotions, dans ce contexte, est plus qu'une survie. C'est une déclaration silencieuse que tu ne seras pas otage. C'est lever les yeux, garder le menton ferme et à l'intérieur, ne pas permettre qu'on te brise. C'est là, dans cet environnement de tension, que la philosophie stoïcienne devient un outil vivant. Il est facile de rester calme dans un monastère, entouré d'encens et de silence. Le véritable test vient au bureau, entre les exigences et les interruptions, quand quelqu'un élève la voix pour tester les limites de l'autre. Quand le patron t'accuse injustement, ridiculise tes efforts devant les collègues, semble te viser comme une cible constante, c'est là que la sagesse ancienne se révèle d'une actualité brûlante. Sénèque disait que
La plus grande victoire est de se vaincre soi-même. Vaincre l'envie de crier en retour. Vaincre l'impulsion d'abandonner tout. Vaincre la fantaisie que tu ne seras libre que lorsque l'autre changera. La véritable liberté commence quand tu comprends que ton monde intérieur est ton seul véritable territoire de contrôle. Être stoïcien face au tyran ne signifie pas se taire pour toujours, mais choisir qu'en parler avec sagesse. C'est comprendre que parfois, réagir est ce que l'autre attend pour t'affaiblir, et le silence, dans ce cas, devient un bouclier. Tu deviens observateur, tu n'agis pas par impulsion. Tu ne cries pas parce qu'on t'a crié dessus. Au lieu de cela, tu respires, tu repositionnes ta posture. La force n'est pas dans une réponse cinglante, mais dans un regard qui ne vacille pas. C'est la discipline mentale, c'est la transformation personnelle. Ta réaction, ou son absence, dit bien plus que 1000 mots prononcés dans la chaleur de la colère. Et ce calme intérieur, construit avec effort, est l'une des plus grandes vertus que l'on puisse cultiver dans le chaos. Il y a un type d'intelligence émotionnelle qui ne s'épanouit que dans le frottement. C'est là, quand tout en toi veut exploser, que le choix de ne pas réagir devient une vertu stoïcienne. Cléante, successeur de Zénon de Citium, enseignait que le véritable sage est celui qui ne se laisse troubler ni par l'éloge, ni par la critique. Car il se connaît, il sait qui il est, et il ne se laisse pas définir par le jugement des autres. Cette solidité intérieure est ce que le tyran ne comprend pas, et c'est pourquoi il le craint. Le patron autoritaire, en réalisant que ses mots ne façonnent plus tes émotions, sent son propre empire s'effondrer, car son pouvoir dépendait de ton trouble. Quand tu ne vacilles pas, il perd du terrain. Bien sûr, il y aura des jours où tout cela semblera impossible. Tu voudras crier, écrire cet email impulsif, démissionner dans un élan. Mais c'est précisément dans ces moments qu'il faut respirer plus profondément. C'est ce qu'Épictète appelait la pause consciente, un intervalle entre le stimulus et la réponse, un lieu intérieur où tu peux penser « ça me blesse, mais je choisis de ne pas saigner ». Cette pause est petite, mais elle change tout. C'est là que réside ton pouvoir. C'est là que tu plantes la graine de la paix. C'est là que, discrètement, tu commences à construire une liberté que personne ne peut t'enlever. Il existe des stratégies pratiques pour cultiver cette maîtrise de soi. L'une d'elles est le journaling stoïcien, écrire chaque matin ce que tu veux contrôler en toi ce jour-là. Une autre est d'anticiper mentalement les provocations, comme l'enseignait Marc Aurèle. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens intrusifs, ingrats, arrogants. Et pourtant, je resterai en paix. Cette pratique d'anticipation crée une résistance émotionnelle. Tu n'es plus surpris, tu étais prêt. Tu es devenu une roche face à la tempête. C'est cela la force mentale. C'est une philosophie de vie. C'est vivre avec un but, même sous pression. Le tyran quotidien, qu'il soit un patron ou toute autre figure d'autorité toxique, continuera d'exister quelque part dans le monde. Mais tu n'as pas à continuer de te plier. Tu n'as pas à continuer d'être façonné par la peur. Il y a un point où la résistance devient transcendance. Quand, même exposé au mépris, tu restes entier. Quand même discrédité, tu travailles avec excellence. C'est cela, le succès. Pas le succès qui brille sur les réseaux sociaux, mais celui qui pulse en silence à l'intérieur de toi, qui sait que tu es sur le bon chemin, même si personne ne le voit. Certains essaieront de te convaincre que la sensibilité est une faiblesse, que se contrôler est un signe de lâcheté. Mais ils ne comprennent pas l'ampleur de porter un volcan à l'intérieur tout en marchant en paix. Être stoïcien, ce n'est pas être froid. C'est avoir le feu sous contrôle. C'est savoir exactement ce que vaut ton énergie. C'est regarder le tyran et voir non pas un monstre, mais un être humain malade de sa propre illusion de pouvoir. Et ainsi, tu cesses de réagir. Tu commences à guérir. D'abord toi-même, puis peut-être même l'environnement. Et même si rien ne change à l'extérieur, même si le patron continue de crier, les collègues de rester passifs et le système d'être injuste, tu seras libre, car tu n'es plus l'esclave de ta colère.
Tu as appris à respirer, à attendre, à comprendre qu'entre la provocation et la réponse, il y a un intervalle sacré. Et dans cet intervalle, tu vis. Là, tu es invincible, intouchable, serein comme un moine, ferme comme un général, doux comme un sage. Et peut-être qu'un jour tu réaliseras, le tyran n'est pas la fin du chemin, mais un maître involontaire. Celui qui, sans le savoir, t'a appris à devenir inatteignable. Choisir ta réponse, le pouvoir que même ton patron ne peut t'enlever. Il y a un espace, minuscule, imperceptible, mais réel. Il existe entre ce qui t'arrive et ce que tu choisis de faire avec ce qui t'arrive. Viktor Frankl, survivant des horreurs de la guerre et lecteur des idées stoïciennes, appelait cet espace la liberté intérieure. Et c'est exactement dans cet interstice silencieux, entre le déclencheur et la réaction, que réside le pouvoir le plus précieux de tous, le pouvoir du choix. Un pouvoir qu'aucun patron, même le plus abusif, aucun environnement, même le plus toxique, aucune critique, même la plus venimeuse, ne peut t'arracher. Choisir ta réponse est un acte de rébellion pacifique. C'est le moment où tu cesses d'être dominé par la marée pour devenir le navigateur de ta propre mer. Le stoïcisme enseigne. Ce n'est pas ce qu'on te fait, c'est ce que tu fais avec ce qu'on te fait. Cette phrase, lue avec attention, change des vies, car elle rend le contrôle. Elle brise le cycle de la victimisation et plante une nouvelle possibilité, celle de ne pas réagir par impulsion, de ne pas devenir le miroir de ce que tu détestes. Et cela vaut de l'or, surtout dans les environnements de travail, où les tensions sont constantes et les émotions courent comme des cordes tendues prêtes à rompre. Quand tout en toi veut exploser, le stoïcien choisit d'observer. Quand le cœur bat vite, il respire lentement. Quand l'offense arrive, il analyse. Pas pour ignorer, mais pour répondre avec clarté et non avec chaos. Choisir ta réponse ne signifie pas être passif. Cela signifie être stratégiquement lucide. Un bon exemple. Ton patron t'interrompt, te ridiculise devant l'équipe. La colère monte, l'orgueil s'agite. Mais tu te rappelles, je suis libre de choisir ce que je ferai de cela. Et alors, tu fais une pause. Tu peux même le regarder dans les yeux avec fermeté et calme et dire « Je préférerais continuer cette conversation en privé ». Il n'y a pas de soumission là-dedans. Il y a du pouvoir. La force de celui qui sait se positionner sans se décontrôler. La vertu stoïcienne n'élimine pas la douleur du moment, mais elle t'empêche de devenir une partie du poison qui t'empoisonne. Ce choix, comment agir, comment répondre, comment rester entier même quand on essaie de te défigurer, est ce qui sépare les réactifs des véritablement libres. La majorité vit à la merci des impulsions, un mot mal placé et la journée est déjà gâchée. Mais le stoïcien moderne apprend à tenir le gouvernail même dans une mer agitée. Il apprend que le succès n'est pas seulement une promotion ou un statut, mais la capacité à rester calme quand tout autour perd son axe. C'est cela, la paix intérieure. C'est le détachement. C'est le type de force qui se construit dans le silence des petites décisions, loin des yeux du monde, mais tout près de l'âme. Il est important de se souvenir, on ne naît pas avec cette maîtrise. Elle s'entraîne, comme on entraîne un muscle. La pratique quotidienne de s'arrêter avant de réagir, de se demander « Cela mérite-t-il mon énergie ?» D'écrire le soir ce qui aurait pu être différent. L'écriture, d'ailleurs, est l'une des pratiques favorites des stoïciens. Marc Aurèle écrivait pour lui-même des réflexions, des autocorrections, des observations sur ses propres erreurs. Il n'écrivait pas pour publier, il écrivait pour se souvenir. Et peut-être est-ce ce que tu dois faire aussi. Noter tes moments de décontrôle, non pas avec culpabilité, mais avec curiosité, pour apprendre à faire différemment demain. Sénèque conseillait d'imaginer ces journées comme des répétitions, car tout dans la vie, au fond, est un entraînement. Chaque provocation, chaque injustice, chaque regard de travers, tout est une invitation à se tester, à choisir, à cultiver la vertu.
Et la vertu, dans cette vision, est toujours pratique. C'est la patience face à la grossièreté, la clarté face au cri, le focus face au chaos. Ce choix ne s'impose pas, ne se crie pas, il se vit. Et celui qui le vit commence à rayonner une sérénité qui dérange les insécures. Car rien n'effraie plus le tyran que quelqu'un qu'il ne peut déstabiliser. Choisir ta réponse est aussi une forme d'économie émotionnelle. Tu ne gaspilles pas ton énergie avec ce qui ne te sert pas. Tu ne t'intoxiques pas en essayant de gagner des discussions inutiles. Tu ne t'épuises pas à essayer d'être compris par quelqu'un qui a déjà décidé de te mal interpréter. Cette économie devient une liberté. Et cette liberté devient une force. Peu à peu, tu sens que tu es aux commandes, pas du monde, mais de toi. Et contrôler soi-même, comme le disait Chrysippe de Sols, est le seul véritable empire qui vaille la peine d'être conquis. Aucun patron, aussi autoritaire soit-il, ne peut gouverner un esprit qui sait se positionner avec fermeté et calme. Bien sûr, cela demande un effort. Et parfois, tu trébucheras. Tu réagiras quand tu ne voulais pas. Tu parleras trop fort. Tu répondras de travers. Mais c'est normal. La pratique stoïcienne n'est pas une question de perfection, mais de retour. Revenir à la conscience. Revenir au choix. Revenir au centre. La véritable discipline mentale n'est pas rigide. Elle est résiliente. Elle apprend de l'erreur et transforme l'échec en marche. Et cette humilité envers soi-même est aussi une forme de sagesse ancienne, une forme de succès silencieux, une forme d'amour-propre qui ne s'explique pas, mais se vit. Et ce qu'il y a de plus beau dans cette pratique, c'est qu'avec le temps, tu ne choisis pas seulement mieux tes réponses, tu commences à influencer l'environnement autour de toi. Les gens ressentent ton calme, respectent ta fermeté, imitent ton équilibre. Le leadership silencieux naît là. Pas dans l'imposition, mais dans l'exemple. Et quand tu réalises cela, tu comprends. Ton patron peut diriger des tâches, contrôler des horaires, fixer des objectifs. Mais il ne pourra jamais commander ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce territoire est le tien, et là-dedans, tu es roi. L'art d'être inatteignable. Comment blinder sa paix intérieure. Certaines personnes traversent la vie comme si elles étaient constamment à la dérive, réagissant au vent, à l'ambiance, à l'humeur des autres. Un regard de travers suffit à les déstructurer. Une critique les paralyse. Un silence déclenche la panique. Mais il existe un autre chemin, un chemin moins bruyant, plus ferme. L'art d'être inatteignable ne signifie pas être indifférent, froid ou impénétrable. Cela signifie développer, peu à peu, un noyau intérieur si solide qu'aucun mot, aussi tranchant soit-il, ne peut t'arracher à ton propre axe. C'est la véritable armure, celle qui ne repousse pas tout, mais qui accueille sans absorber, écoute sans s'empoisonner, voit sans réagir. Et cela commence par un choix, celui de ne plus être le miroir du chaos des autres. Marc Aurèle, bien qu'empereur, vivait entouré de flatteurs, de traîtres et d'exigences impossibles. Pourtant, dans ses méditations, il écrivait sur la nécessité de protéger son esprit comme un sanctuaire. L'âme prend la couleur des pensées qu'elle abrite, disait-il. C'est un appel à la vigilance intérieure, car la paix n'est pas l'absence de conflit. C'est la maîtrise de ce qui entre et de ce qui reste en toi. C'est pourquoi être inatteignable exige plus que de la force. Cela exige une sensibilité raffinée. Tu dois ressentir, percevoir, analyser et pourtant choisir de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne. Distinguer entre ce qui est ta responsabilité et ce qui appartient à l'autre. Imagine que ta paix intérieure est comme une maison. Si tu laisses la porte ouverte, n'importe quel bruit entre, n'importe quelle saleté s'étend, n'importe quelle voix domine l'espace. Mais si tu apprends à fermer cette porte avec sagesse, à filtrer ce qui entre, à choisir ce qui reste, alors tu découvres ce que signifie vivre avec un calme intérieur. Cela ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est une construction lente, faite de pauses conscientes, d'habitudes émotionnelles, de routines qui organisent l'esprit. Un journaling avant le travail. Un moment de silence entre deux tâches.
Un mantra discret, répété mentalement au milieu de la confusion. Ça ne me définit pas, ça ne me définit pas. Il y a une beauté presque invisible chez ceux qui deviennent inatteignables. Ces personnes ne crient pas, ne réagissent pas avec fureur, n'ont pas besoin de s'expliquer constamment. Elles restent. Être inatteignable, c'est avoir la maîtrise de son propre champ émotionnel. C'est savoir que ce que l'autre dit révèle plus sur lui que sur toi. C'est avoir la discipline mentale de ne pas répondre à tout, de ne pas porter tous les poids, de ne pas s'épuiser à essayer de comprendre des esprits désorganisés. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une sagesse ancienne. C'est un auto-soin déguisé en silence. C'est un détachement pratiqué en pleine journée de lundi. Épictète disait « Personne ne te blesse sans ta permission ». Et souvent, nous donnons cette permission sans nous en rendre compte. Il suffit d'une phrase mal placée de quelqu'un d'important pour que l'esprit se désorganise. Mais le stoïcien observe avant d'internaliser. Il se demande « Est-ce vrai? Est-ce à moi? Cela doit-il rester en moi ?» Et si la réponse est non, il laisse aller. Ce n'est pas une fuite, c'est un filtre. Et celui qui apprend à filtrer pensées et émotions commence à construire une forme de succès qui ne se mesure pas en métrique, mais en sérénité au travail, en force mentale, en liberté émotionnelle. Blinder, sa paix intérieure ne signifie pas vivre dans le déni. Au contraire, cela signifie tout affronter de front, mais choisir avec quoi s'engager. C'est un regard entraîné qui reconnaît « cette bataille n'est pas la mienne ». Cette attente n'est pas la mienne. Ce drame n'est pas le mien. Et alors, avec élégance, il se retire. C'est le type de comportement qui déconcerte les toxiques. Car ils attendent du bruit, de la réactivité, du conflit. Mais ils reçoivent une présence silencieuse, une limite subtile, une maturité qui ne négocie pas sa tranquillité. C'est cela, vivre sans peur. C'est être mentalement fort. C'est contrôler ce qui compte vraiment, toi-même. Et il est curieux de voir comment ce blindage intérieur, peu à peu, transforme également l'environnement extérieur. Car quand tu n'entres pas dans le jeu perd son intérêt. Quand tu ne te laisses pas ébranler, l'autre est déconcerté. Quand tu réponds avec sérénité, tu désarmes l'attaque. C'est la force invisible que les stoïciens cultivaient. Un type de pouvoir qui n'impose pas, mais inspire, qui ne domine pas, mais soutient. Et c'est pourquoi Cléante disait que le véritable sage est celui qui transforme le monde, non par le cri, mais par l'exemple. Pour construire cet état, tu devras cultiver des moments de silence. Tu devras parfois t'éloigner, respirer avant de répondre, écrire avant d'agir, lire Sénèque au lieu de répondre à WhatsApp, prendre soin de ton organisation mentale comme on prend soin d'un temple sacré. Et tu réaliseras que ce n'est ni le patron, ni le collègue, ni le système qui a le pouvoir de t'affecter. C'est toi qui décides ce qui entre. C'est toi qui fixes les limites. C'est toi qui construis peu à peu un esprit inatteignable. Et il y aura des jours difficiles. Des jours où le blindage semblera fragile, où le monde essaiera de te tirer vers le bas avec force. Mais même ces jours-là, tu auras un choix. Tu peux réagir, ou tu peux regarder à l'intérieur, te rappeler qui tu es et rester inatteignable, non par arrogance, mais par sagesse, par protection, par amour-propre, par engagement envers ta propre paix. Et quand tu maîtriseras cet art, pas complètement mais assez, quelque chose en toi commencera à changer. Tu n'auras plus besoin de gagner des débats. Tu n'auras plus besoin de convaincre qui que ce soit. Car le véritable pouvoir est celui qui n'a pas besoin d'être prouvé. Il se tient. Quand fuir est une vertu, discerner le moment de partir. Il y a une image erronée, presque romantisée, de ce qu'est être fort. On dit que le fort est celui qui endure tout en silence, qui supporte jusqu'à la dernière seconde, qui reste dans des environnements malsains avec un sourire au visage. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'épuisement déguisé en loyauté. Le véritable fort est celui qui reconnaît la limite, qui comprend qu'il y a des batailles qui n'ont pas besoin d'être gagnées, car elles ne valent pas la guerre. Fuir, parfois, est l'acte le plus courageux de tous, pas par faiblesse, mais par lucidité.
Car il y a des lieux qui drainent plus qu'ils n'apportent, des relations qui diminuent plus qu'elles n'enseignent, et des emplois qui tuent à petit feu, de l'intérieur. Sénèque disait que l'âme a besoin de retraite autant que le corps a besoin de repos. Et il y a des retraites qui ne se font pas dans les montagnes, mais dans des décisions intérieures. Le stoïcisme moderne n'est pas un appel à la passivité, mais à la sagesse, à la capacité de percevoir quand l'environnement n'offre plus d'espace pour la croissance, quand ton effort devient la nourriture d'un système qui ne fait que t'épuiser, quand tu es devenu une version réduite de ce que tu pourrais être. Discerner le moment de partir est en soi une vertu stoïcienne. C'est l'art de se protéger sans culpabilité, de comprendre que rester n'est pas toujours de la résilience. Parfois, c'est de l'attachement. Et l'attachement, pour le stoïcien, est une prison déguisée en but. Imagine un jardin où rien ne fleurit, où la terre est sèche, où la lumière ne pénètre pas. Rester là, espérant qu'un miracle se produise, peut sembler noble, mais c'est inutile. Parfois, il faut partir, chercher un autre sol, un autre soleil, un autre rythme. Fuir dans ce contexte n'est pas un recul, c'est une avancée. C'est quitter un endroit où ta lumière s'éteint pour qu'elle puisse briller ailleurs. C'est cela, la transformation personnelle. C'est le véritable succès. C'est savoir que le courage ne réside pas seulement dans le fait d'affronter, mais aussi dans le fait de lâcher prise, de faire un pas en arrière, non par peur, mais par stratégie. Car parfois, c'est en partant qu'on se retrouve soi-même. Beaucoup de gens confondent l'honneur avec l'obstination. Ils s'obstinent à rester parce qu'ils sentent qu'ils doivent quelque chose à l'endroit, à l'équipe, au patron. Mais tu ne dois rien à un système qui consume ta santé émotionnelle. Tu n'as pas l'obligation d'être un héros là où personne ne veut être humain. La vertu stoïcienne réside dans le fait d'agir avec raison et non avec un attachement émotionnel. Elle consiste à regarder la réalité avec clarté. Cet environnement te renforce-t-il ou t'affaiblit-il? Cette routine te prépare-t-elle à grandir ou te réduit-elle jour après jour? Fuir dans ce cas n'est pas de la lâcheté, c'est du respect pour soi-même. C'est l'organisation mentale, c'est le contrôle émotionnel appliqué avec sagesse. Épictète disait que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque nous cessons de les forcer. Et peut-être es-tu en train d'essayer de forcer ta présence dans un lieu qui ne te contient plus, un projet qui est mort, une relation qui s'est desséchée, un travail où ton talent n'a plus de place. Partir peut faire mal, peut faire peur. Mais cela peut aussi être une libération. Tu peux, oui, choisir de partir avec dignité, partir en silence, partir entier. C'est cela, vivre sans peur. C'est se mettre en premier, non pas par égoïsme, mais par responsabilité émotionnelle. La sortie n'a pas besoin d'être explosive. Elle peut être graduelle. Elle peut être intérieure avant d'être pratique. Tu commences par t'éloigner émotionnellement, puis physiquement, jusqu'à ce que la rupture ne soit qu'une conséquence logique de ce que tu as déjà décidé à l'intérieur. Et quand tu franchis enfin la porte, le monde ne s'écroule pas. Au contraire, quelque chose en toi se reconstruit. La force mentale se réorganise. La paix intérieure revient. Et tu réalises que cette version de toi qui étouffait là-dedans recommence à respirer. Tous les environnements toxiques ne sont pas bruyants. Parfois, ils se déguisent en routine, en « tout va bien ». Mais tu le ressens dans ton corps. L'oppression dans la poitrine au réveil, l'anxiété déguisée en fatigue, l'irritation constante, l'épuisement silencieux. Ces signaux ne mentent pas. La sagesse stoïcienne invite à l'écoute, à percevoir les symptômes de l'âme, à respecter les demandes du corps, à accepter que fuir parfois est la seule façon de continuer à exister avec intégrité, de préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Il y a une forme de fuite qui est, en réalité, un retrouvement, un retour à ton essence, à tes valeurs, à ta paix. Quitter un lieu qui te diminue n'est pas une perte, c'est honorer ce que tu es devenu. C'est déclarer au monde, sans avoir besoin de crier, que tu mérites mieux, que ton esprit a besoin d'air,
que ton âme a besoin d'espace, et cette fuite, bien que silencieuse, a le poids symbolique d'une révolution intérieure. Car tu ne fuis pas le problème, tu vas vers la solution. Et ce qu'il y a de plus beau, celui qui apprend à partir, apprend à mieux entrer dans les choses. Il apprend à dire oui avec plus de conscience, à choisir avec plus de clarté où placer son temps, son énergie, sa présence. Le stoïcisme, après tout, n'est pas à propos de supporter l'insupportable. C'est à propos de discerner avec sagesse ce qui doit être affronté et ce qui doit être laissé derrière. Car il y a de la grandeur aussi dans le retrait. Et peut-être, après tout cela, réaliseras-tu, fuir n'était pas abandonner, c'était commencer. Le miroir de l'oppresseur, ce que sa colère révèle sur toi. Parfois, celui qui crie devant toi essaie d'étouffer le cri qui vient de l'intérieur de lui. L'oppresseur, qu'il soit un patron, un collègue ou toute figure qui s'impose par la violence ou le mépris, projette sur les autres ce qu'il ne supporte pas de voir en lui-même. Et c'est là l'un des plus grands paradoxes de la coexistence humaine. Le comportement de l'autre ne parle pas toujours de toi, mais ta réaction à lui, oui. Le stoïcisme ne cherche pas à transformer l'oppresseur, il cherche à révéler ce qui n'est pas encore résolu en toi. La colère qu'il réveille peut être un miroir. Et l'image reflétée, aussi inconfortable soit-elle, porte une invitation, celle de mieux te connaître, de te renforcer, de devenir libre, non pas quand l'autre change, mais quand ta paix cesse de dépendre de cela. Sénèque disait que l'insulte ne blesse que si elle est méritée ou si l'âme est vulnérable. En d'autres termes, l'offense ne fait mal que là où il y a déjà une blessure. Quand quelqu'un essaie de te diminuer, de te provoquer ou de te saboter, et que cela t'ébranle profondément, peut-être que ce n'est pas seulement à propos de l'autre. Peut-être est-ce une insécurité en toi, encore non regardée, un besoin de reconnaissance, un manque d'auto-validation. L'oppresseur révèle, sans le savoir, les fissures de ta propre structure émotionnelle. Et c'est pourquoi, paradoxalement, il devient un maître déguisé, un professeur de l'ombre, un miroir inconfortable qui révèle où il y a encore du travail à faire. La colère de l'oppresseur ne surgit pas de nulle part. Elle est souvent le déguisement d'une douleur non nommée. Et ta réaction à elle, ta colère, ta peur, ton désir de vengeance, est aussi l'expression de quelque chose qui dort en toi, quelque chose qui n'a peut-être jamais été accueilli. La sagesse stoïcienne nous enseigne à regarder ce scénario comme on observe une pièce de théâtre, avec distance, mais attention. Le patron qui t'humilie en réunion lutte peut-être contre sa propre sensation d'insignifiance. Mais pourquoi cela t'affecte-t-il autant? Qu'est-ce qui, en toi, dépend encore de son approbation pour te sentir digne? C'est l'une des questions les plus difficiles à affronter. Qu'est-ce qui me retient encore à la douleur que l'autre me cause? Il n'y aura pas toujours une réponse claire immédiatement. Mais rien qu'en commençant à explorer, quelque chose en toi se réorganise. La quête de contrôle émotionnel cesse alors d'être un bouclier contre le monde. Elle devient un phare qui éclaire tes zones d'ombre. Être stoïcien, ce n'est pas devenir insensible, c'est devenir honnête avec soi-même. C'est affronter l'inconfort sans rejeter la responsabilité sur les autres. C'est dire « cette douleur est la mienne ». L'autre n'a fait que l'activer. Et à partir de là, commencer le véritable processus de guérison. Épictète rappelait que personne ne peut t'offenser sans ton consentement. Mais ce consentement, parfois, est inconscient. Il se manifeste quand tu crois encore que tu as besoin de la validation de quelqu'un pour te sentir suffisant. Quand tu portes encore la blessure de ne pas avoir été vu, reconnu, aimé. L'oppresseur alors apparaît comme le déclencheur, mais la clé reste la tienne. Et en reconnaissant cela, tu récupères le pouvoir que tu as peut-être livré depuis l'enfance. Et c'est libérateur, car à partir de ce point, tu cesses de réagir et tu commences à choisir, à observer, à apprendre. Il y a un exercice précieux. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, avant de réagir, ferme les yeux pendant 2 secondes, intérieurement, si nécessaire, et demande-toi « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre sur moi-même »
Cela peut sembler naïf, mais cette pause change tout. Elle déplace le focus de l'agresseur vers ta propre conscience. Et dans ce déplacement naît une force douce, presque invisible, mais puissante. La force de celui qui utilise l'inconfort comme matière première pour sa propre croissance. C'est cela, la pensée positive stoïcienne. C'est vivre avec une discipline mentale. En voyant l'oppresseur comme un miroir, tu cesses d'alimenter le cycle de la douleur. Car si tu réponds avec haine, tu entres dans la même vibration émotionnelle. Mais si tu réponds avec clarté, avec une présence ferme, avec détachement, tu brises le cycle, tu romps le schéma. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la maturité émotionnelle. C'est le choix conscient de ne pas te laisser entraîner dans un jeu qui ne mène nulle part. C'est la gestion du stress dans sa forme la plus élevée, le refus de perpétuer le poison. Ce n'est pas facile. Il y aura des jours où tu voudras riposter. Tu penseras à des phrases percutantes, à des désaboiements publics, à de petites vengeances. Mais quand ces pensées surgiront, souviens-toi, l'oppresseur porte déjà une prison en lui. Tu n'as pas besoin de construire la tienne. Tu peux choisir de sortir du combat sans sortir de toi. Et cela, en soi, est déjà une victoire. Une victoire silencieuse que personne n'applaudit, mais qui te libère. Avec le temps, tu commences à réaliser que les oppresseurs n'ont de pouvoir que sur ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre centre. Et que leur colère, au fond, révèle très peu sur toi. Mais ta réponse à cette colère peut tout révéler. Elle montre ta maturité, ta clarté, ton évolution. Et quand tu te vois dans cet espace de liberté, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu marches, tout simplement, avec fermeté, avec légèreté, avec vérité. Et peut-être, avec le temps, réaliseras-tu que certains oppresseurs ont croisé ton chemin, non pas pour t'abattre, mais pour t'apprendre où il y avait encore quelque chose en toi à renforcer. Le chemin de la grandeur commence par le contrôle de soi. Tout le monde veut changer le monde, influencer les gens, atteindre des objectifs grandioses. Mais peu sont prêts à affronter la bataille la plus exigeante de toutes, celle de se gouverner soi-même. Le stoïcisme a toujours enseigné qu'avant toute conquête extérieure, il doit y avoir une conquête intérieure. Car il n'y a pas de véritable succès sans maîtrise personnelle. Le guerrier qui vainc 1000 ennemis est fort, mais celui qui se vainc lui-même est invincible. La grandeur, donc, ne commence ni dans la gloire ni dans la fortune, elle commence dans le silence. Dans l'instant où quelqu'un, face à une situation qui le déstabiliserait normalement, respire profondément et choisit de réagir différemment, plus consciemment, plus sagement, plus librement. Marc Aurèle, bien qu'il commandât un empire, écrivait pour lui-même tous les jours, non pas pour gouverner les autres, mais pour gouverner son esprit, pour se rappeler qui il était, pour ne pas être englouti par l'ego. La pratique stoïcienne est précisément celle-ci, faire de l'esprit un temple et non un champ de bataille. Et cette pratique se reflète dans chaque choix quotidien, dans la manière dont tu gères un retard, une critique, un défi. C'est là, dans ces détails de la vie, que le contrôle émotionnel se manifeste. Être mentalement fort, ce n'est pas vivre sans émotion, c'est ne pas en être esclave. C'est ne pas permettre à l'extérieur de dicter ton intérieur. C'est transformer la provocation en patience, la pression en présence, l'obstacle en but. Le chemin de la grandeur est souvent solitaire. Non pas parce que tu seras seul, mais parce que peu comprendront l'effort que tu fais. Peu sauront les batailles que tu gagnes dans ta propre tête tous les jours. Mais peu importe, car la véritable récompense n'est pas la reconnaissance des autres, c'est la paix de savoir que tu es aux commandes de ta propre histoire. C'est cela, la sagesse ancienne. C'est une philosophie de vie. C'est devenir, jour après jour, quelqu'un qui peut t'inspirer sans dire un mot. Car ta présence porte déjà ce que beaucoup cherchent encore à l'extérieur. Il y a une force silencieuse chez celui qui se maîtrise. Il ne crie pas. Il ne s'exalte pas. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce type de personne dégage un magnétisme différent. Tu le sens.
Elle entre dans une pièce et ne rivalise avec personne, car elle s'est déjà vaincue elle-même. Et se vaincre soi-même, c'est résister à l'impulsion de réagir par orgueil, de se justifier par insécurité, de se saboter par peur. C'est avoir la discipline mentale de choisir le bien, même quand l'ego réclame vengeance. C'est avoir la sérénité au travail, même quand l'environnement est toxique. C'est savoir que la plus grande forme de pouvoir, c'est la maîtrise de soi. Zénon de Citium a fondé le stoïcisme non pas comme une théorie, mais comme un chemin, un entraînement quotidien pour l'âme. Et cet entraînement commence dans les détails. Se lever tôt même sans envie, tenir sa parole même quand personne ne regarde, dire non aux distractions, pratiquer le silence, éviter les ragots, cesser de se plaindre, choisir l'action juste même quand elle semble difficile. Chaque petit acte est une brique dans la construction de ta grandeur, une grandeur silencieuse, intérieure, imperturbable, qui n'a pas besoin d'applaudissements, car elle brille déjà seule et transforme discrètement tout autour. Ce voyage exige que tu affrontes tes ombres, que tu fasses face à tes impulsions, que tu reconnaisses où tu perds encore le contrôle et que tu assumes la responsabilité, sans victimisation, sans culpabilité, juste avec présence, car seul celui qui se responsabilise peut changer. Et changer, ici, ne signifie pas devenir une autre personne. C'est, paradoxalement, devenir plus toi, plus connecté à ton essence, plus proche de ta vertu stoïcienne, plus entier. Et cette intégrité intérieure est ce qui commence à générer une véritable confiance en soi. Celle qui ne vacille pas au moindre signe de critique, celle qui reste. Être stoïcien, ce n'est pas être froid, c'est être profond. C'est tout ressentir, mais ne pas être emporté par quoi que ce soit. C'est comprendre que les émotions sont des visiteurs, pas des maîtres. Que les pensées sont des nuages, pas des murs. Et que même au milieu du chaos, tu peux rester centré. C'est cela le calme intérieur, c'est vivre sans peur. C'est une nouvelle manière d'exister, ferme, présent, compatissant. Et chaque fois que tu choisis la maîtrise de toi, au lieu de la réaction automatique, tu façonnes ta grandeur. Tu la sculptes en silence, avec des gestes petits, mais puissants, jusqu'à ce qu'un jour, elle devienne visible pour tous, sans que tu aies besoin de l'annoncer. Ne t'attends pas à ce que les autres comprennent ton choix de te contrôler. Beaucoup diront que tu es froid, distant, calculateur. Mais tu sauras, ce n'est pas de la froideur, c'est de la paix. Ce n'est pas de la distance, c'est de la préservation. Ce n'est pas du calcul, c'est de la sagesse. Car la grandeur n'est pas à propos de dominer les autres, c'est à propos de ne pas être dominé par soi-même. Et dans cette maîtrise silencieuse naît une liberté que personne ne peut t'enlever, ni le patron, ni le système, ni le monde. Cette liberté change ta relation avec tout, avec le travail, avec les gens, avec tes propres pensées. Tu commences à agir, et non plus seulement à réagir. Tu commences à construire, et non plus seulement à résister. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Et c'est à ce moment-là que tu réalises, tu ne fais plus que survivre, tu épanouis, tu grandis, tu t'élèves. Car le véritable succès n'est pas à propos d'où tu es arrivé, mais de qui tu as dû devenir pour arriver là. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un te regardera et dira « Comment fais-tu pour garder ce calme, cette clarté, cette force ?» Et tu souriras en silence, sachant que tout a commencé, le jour où tu as décidé de te contrôler toi-même. Maintenant que tu connais les réponses que Sénèque donnerait, la question qui reste est « Que vas-tu faire de cette connaissance ? Vas-tu continuer à réagir en pilote automatique ou vas-tu commencer à choisir ta réponse ? Vas-tu continuer à donner ton pouvoir à ceux qui t'oppressent ou vas-tu reprendre le contrôle de toi-même ? La grandeur ne commence pas par des décisions grandioses. Elle commence dans les petits choix, dans le silence que tu offres au lieu de l'explosion, dans la limite que tu imposes sans crier, dans le courage de quitter un endroit où ton âme ne fleurit plus. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique, c'est une action,
C'est une liberté construite, geste par geste. Alors, dis-moi, quel moment de cette vidéo t'a le plus touché? Partage dans les commentaires. Je veux savoir ce qui s'est éveillé en toi. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche, car ici, tu continueras à apprendre à blinder ton esprit et à renforcer ton essence. Et dans le premier commentaire épinglé, tu trouveras un e-book spécial avec des pratiques stoïciennes et des réflexions profondes pour appliquer tout cela dans ton quotidien. Un guide silencieux pour que ton esprit reste libre, même dans les jours les plus difficiles. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, garde ton centre et que rien ne t'arrache à toi.